Bonsoir, bienvenue à cette conférence de Daniel Kem. Je me présente, je suis François Martel, éducateur physique et homme d'affaires. Bonsoir, je suis Patrick Desranleau, homme d'affaires. Bonsoir, je suis Michel Lacerte, policier et homme d'affaires. Avant qu'on commence ce soir, le titre de la conférence, c'est « Voyage au-delà de l'illusion ». Alors, avant qu'on parte en voyage, Daniel, est-ce que tu as quelque chose à nous raconter? Ben oui, justement, avant de partir en voyage, l'une des plus grandes problématiques de l'être humain, c'est d'être centré dans son intelligence. Être centré dans son intelligence, être centré dans son émotivité, c'est une chose que les humains ont beaucoup de difficultés à conserver ou à obtenir, à avoir. Quand on assiste à une conférence, nécessairement, on baigne dans l'énergie de l'orateur et puis, à travers son énergie, on peut se centrer et on peut se décentrer. Alors, simplement, c'est une petite mise en garde. On s'arrange toujours pour rester centré, c'est-à-dire qu'on doit conserver des opinions qui vibrent avec ce que l'on vit, qui vibrent avec notre nature, et non pas tout prendre à un moment donné parce que ça vient d'un orateur ou d'une personne à laquelle on donne de l'autorité. Autrement dit, on considère au départ que tout ce que je vais dire ce soir est faux. Puis, à travers ça, ben, ce qui va rester va probablement être de votre nature. Oui. OK. Voyage au-delà de l'illusion. Avant qu'on parte en voyage, on pourrait... Oui, mais ça, c'est la mienne. On pourrait paramétrer c'est quoi l'illusion. L'illusion, elle commence où, elle finit où? Est-ce qu'on est complètement dedans? C'est quoi l'illusion? Bon, l'illusion, c'est une chose réelle. Parce qu'avant de... déjà mélangé? Non, c'est parce que je suis pas d'accord avec François, c'est qu'il commence en étant d'accord qu'il accepte le fait qu'il y a de l'illusion. Puis moi... Mais c'est parce que François est un être érudit. Bien, je suis pas rendu là. Et puis, à cause de ça, déclarer comme ça que, bon... Bon, qu'est-ce qu'une illusion? J'aimerais mieux, oui, définir ça, là. C'est quoi l'illusion, et puis... Bon, l'illusion, c'est une chose réelle. Jusque-là? Ça va? Oui, mais... Donc, c'est probablement que dans notre univers, la seule chose réelle que l'humain voit, c'est l'illusion. Autrement dit, tout ce que l'humain perçoit est faux. Tout ce que l'humain, donc, entend, voit, sent, touche, goûte est faux. Tout ce que l'humain reçoit télépathiquement est faux. Tout ce que l'humain reçoit émotivement est faux. Tout ce que l'humain vit psychologiquement est faux. Tout ce que l'humain vit mentalement est faux. Chaque fois que l'humain pense pas, il est manipulé, donc c'est faux. Son corps physique n'a absolument pas l'allure qu'il pense qu'il a. C'est un bidon total, c'est faux, mais faux, alors là, faux. Il faut comprendre. Et je vais t'expliquer. Ça va être... Il y a une mouche à génie ici. Histoire du travail. Bon. OK. Dans l'Antiquité, le Gautama Bouddha a déjà dit que la seule chose qui était pas réelle, mais qui était permanente, c'était le fait qu'il n'y avait rien de permanent. Tout était changement et tout. Dans l'illusion que tu décris, toi, c'est quoi qui est différent? Ben, il n'y a pas grand... Pour l'instant, je n'ai rien parlé encore. Bouddha, il l'avait intuitivement, puis moi, je peux te l'expliquer. OK, bien, je vais te laisser aller. Parce que c'est ça, Bouddha, tout est illusion, c'est vrai. Sauf que Bouddha est resté pris dans l'illusion parce que lui a parlé de la voie du juste milieu. La voie du juste milieu, c'est intéressant. Pour l'époque, évidemment, c'est important. La voie du juste milieu, c'est simple, c'est est-ce que fumer est mauvais ou bon pour la santé? Bouddha va répondre, applique la voie du juste milieu. Ça veut dire, continue à faire ce que tu fais, tu vas être heureux. Parce que la voie du juste milieu, ça veut dire, moi, je fume 3 cigarettes par jour, lui, il n'en fume pas, puis tu en fumes 15. 15, c'est exagéré. 3, ça ne dérange pas. Pas du tout. Tu sais, il se prive de certaines choses. Moi, je suis dans la voie du juste milieu. Alors, Bouddha, ce qu'il disait aux gens, c'est fais ce que tu veux, mais essaie de t'illusionner confortablement que, grosso modo, tu es correct. C'est la voie du juste milieu. C'est quoi la voie du juste milieu? C'est où l'exagération? L'exagération, c'est quand c'est plus que toi, mais si tout le monde en fait plus que toi, puis il y en a qui en font plus que plus, tu n'es plus dans la voie du juste milieu.
Fait que Albert Einstein a ramené ça à un niveau plus 20e sièclien. Tout est relatif. Tout est relatif. Puis même la relativité est relative. Ça veut dire que tout est relatif. Même la relativité est relative, c'est-à-dire que ça dépend des subtilités de conscience des gens. Pour certaines personnes, tout n'est pas relatif. C'est une question de subtilité, donc la relativité est relative. Bon, c'est oublié ce que tu viens de dire, mais quelqu'un quelqu'un qui va dire que tout est illusion, cette personne qui dit ça, moi je vais lui répondre, et ce que tu dis aussi. Mais c'est officiel. Alors, relatif, même non, mais si la personne me dit toute illusion, me dire ça, bon, ça fait partie de l'illusion, alors il n'y a rien que changer de bord. Exact. Moi, la différence qu'il y a, c'est si je te dis, regarde, ici, le mur est haut, toi, tu peux me dire, non, le mur, il n'est pas haut, le mur, il est petit. Tu peux dire ce que tu veux. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça, on ne s'obstinera pas. Mais la question n'est pas au niveau de ce qu'on peut dire. Moi, je ne pense pas une chose de même. Le mur est bateau. Si on parle, là, quand il y a une discussion entre deux personnes, habituellement, ce qui est agréable, habituellement, c'est pour arriver à s'entendre sur quelque chose. Oui, dans l'illusion. On finit par s'entendre. Mon illusion non, c'est la même chose. C'est la même chose ce soir. Si on discute, ça va être pour arriver à établir un consensus sur une philosophie. Ça va rester dans l'illusion. Mais ça m'explique pas plus c'est quoi l'illusion. Non, mais c'est parce que j'ai pas le temps. Vous savez probablement tous ce que c'est qu'un atome. Ceux qui écoutaient Atomos quand vous étiez plus jeunes, on dessinait le noyau, puis on dessinait un électron qui faisait le fou autour. Les savants sont capables aujourd'hui, les physiciens nucléaires, en physique des particules, sont capables de photographier, même de faire éclater des électrons, de diviser des noyaux. Depuis Hiroshima, on le sait un peu. Et ils sont capables de faire des expériences particulières sur la matière et sur la réalité de la matière. Par exemple, on sait aujourd'hui qu'un électron n'est pas en orbite autour d'un noyau. On sait qu'un électron est partout présent en même temps autour du noyau. Ça, c'est su, c'est clair, c'est net, c'est ça. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que si on prend un mur, on fait par exemple un trou dedans et qu'on lance, on va dire un photon, qui est une particule de lumière, le photon arrive à traverser par le trou et à venir frapper une plaque photographique. Je vous simplifie ça. Les savants se sont dit, comment le photon résonne-t-il pour décider où est le trou? Alors, on fait une ruse, ils ont fait 2 trous dans le même mur, et ils lancent un photon. Et ils savent aujourd'hui que le photon, comment décide-t-il par où il passe? C'est simple, il passe par les 2 trous. Il continue. Ça, c'est prouvé. Là, je ne vous parle pas de théorie. Ça, c'est des preuves. Ça veut dire que la même unité... Le photon passe par tous les trous qui sont présents devant lui, donc il n'y a pas de dissonance cognitive, il ne se demande pas par où il passe. C'est pas que c'est divisé en 2, là. Non, il ne se divise pas, il passe par les 2 places. Une personne, c'est comme une personne ici, il y a 2 portes. La même personne prend les 2 portes. Oui, habituellement, quand on essaie ça, on frappe, on passe en tout cas. C'est ça. Mais c'est quand même... Mais ça fait ça, exactement. C'est ça exactement. qu'ils ont expliqué. Mais Daniel, c'est ça qu'ils constatent. Oui, d'accord. C'est une explication. Non, il le constate. Ben oui, mais une constatation, c'est une explication. Bon, d'abord, il l'explique. OK, on continue. Mais attends, avant d'aller plus loin, ça veut dire que l'espace, toute la définition, la réalité qu'on connaît de l'espace-temps, ça ne tient plus avec ça, là. Ils ont pris on prend un électron, et ils sont capables de faire une marque sur l'électron. Et là, ils prennent l'électron, puis ils le font tourner de 180 degrés. Alors, la marque, ils ne la voient plus. Hein? C'est comme si on marque, je tourne de 180 degrés, vous ne la voyez plus. Alors, ils font tourner l'électron à un autre 180 degrés, et il n'y a pas de marque. Et ils ont découvert qu'ils doivent le faire tourner à un autre 360 degrés pour que la marque revienne. Donc, quand tu fais tourner l'électron sur lui-même, ce n'est pas 360 degrés qu'il a besoin pour faire un tour complet, c'est le double. Alors, ils en déduisent que l'électron a une correspondance dans un univers qu'on ne connaît pas. Quand ils font tourner 180, la marque vient là. Un autre 180, elle vient là, donc ils ne voient toujours pas. Un autre 180, un autre 180, la marque revient. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont trompés dans leur calcul, puis
ils ont fait un demi-tour alors qu'ils pensaient en avoir fait. Faites-en pas. Le premier petit clin qui sort d'astrophysique, c'est ce qu'il leur a dit. Alors, ils se sont mis des milliers de savants à refaire l'expérience. Ils ont tous eu la même frustration. Apparemment, ils se sont tous trompés dans le calcul. Ils ont essayé autre chose. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un électron? Aujourd'hui, on est capable de diviser des particules nucléaires en particules subatomiques. On va jusqu'aux quarks. Alors, ils se sont dit, on prend un électron, puis on va voir ce qu'il y a dedans. La découverte de la physique des particules montre qu'à l'intérieur d'un électron, il y a du vide. Il n'y a rien. Alors, ils se sont dit, quelle est l'épaisseur de la membrane de l'électron? Et ils ont découvert que l'épaisseur, elle est néant. Et je le dis souvent, moi j'en suis pas un, mais tout non plus d'ailleurs, mais les physiciens nucléaires, souvent n'ont pas de cheveux parce qu'ils passent le temps à se les arracher. Bon. Alors, on sait aujourd'hui qu'un électron n'a pas d'épaisseur, il est vide à l'intérieur, donc n'existe pas. Et c'est l'électron, et on s'est rendu compte que toutes les particules nucléaires et subatomiques sont constituées de la même façon, ne sont pas là. Et finalement, tout ça mis ensemble crée des contextes qui semblent être là. Mais attends, si on était capable de faire une marque sur l'électron et de la retrouver après deux révolutions, ça veut dire... Il y a qui s'en sont posés des questions. Oui, mais c'est ça, mais ça veut dire que l'électron a une certaine réalité pour que la marque ait pu rester là. Oui, ce que la science amène aujourd'hui, c'est probablement que l'électron que tu as marqué, il disparaît immédiatement puis est remplacé sans arrêt par des électrons virtuels. Autrement dit, il y a quelque chose dans le continuum espace-temps qui fait en sorte qu'on a l'illusion d'existence, mais que les choses changent sans arrêt. Les atomes qui constituent ton corps sont continuellement en remplacement. Mais la science ne sait pas comment ça se fait qu'ils sont obligés de se remplacer là. Bon. Autre chose... Est-ce que toi, tu le sais? Je ne comprendrais pas. J'ai une question. Non, mais peut-être qu'il y en a ici dans la salle qui comprendraient. Oui, mais on va... Je ne vais pas trop rentrer dans la physique nucléaire. Daniel, avant de marquer, j'ai une question probablement intéressante. Je sens que mon micro, il fonctionne moins fort que les autres. Oui, ça se peut, ouais. Moi, je me dis que l'illusion que tu vas me présenter au tableau, peu importe comment tu vas l'entourer intellectuellement, ça va être une illusion aussi farfelue que celle que je vais croire au début. Exact. C'est toute illusion. Comme celui, par exemple, qui a découvert que le photon passait par plusieurs trous, par exemple. C'est peut-être pas le photon qui a un problème, c'est peut-être son observation. Il y en a plusieurs qui ont suggéré ça aussi. Alors, ce qu'ils se sont dit, c'est que si on prend juste des appareils pour vérifier, non pas des humains, l'appareil n'est pas psychologiquement manipulé, et ils découvrent encore que, quel que soit l'observateur, et en sciences physiques, l'observateur n'est pas nécessairement un humain, ça peut être une machine. Quel que soit l'observateur, il semble que la nature des particules subatomiques et des particules nucléaires s'arrange continuellement pour plaire à l'observateur. Par exemple, il y a dans les particules, on parlait encore par exemple on va dire l'électron pour l'instant, il y a une orbite sur lui-même. Ils ont découvert qu'il y avait une façon de tourner. Alors, ils prennent une photo pour voir son angle. L'angle est par exemple de 30 degrés. Alors, ils prennent une photo sous un autre angle pour voir la différence. L'angle est dans le même degré. Donc, notre particule s'est déplacée pour présenter la même face, son meilleur profil, finalement, devant l'appareil. Alors, ils se sont dit, on va essayer avec d'autres particules, puis quel que soit l'emplacement où tu mets l'appareil photo, tout la même face. Alors, il y a un rusé qui a dit, écoute, mets-en deux appareils photo, on va voir. Dans deux appareils photo, c'est la même face. Ils savent ça. Non, mais c'est comme avoir le même profil. Ouais. C'est ça. Ben oui, mais que tu prennes un humain, tu prends une photo d'un côté, photo de l'autre. Oui. C'est comment ça, on a la même photo? C'est Ben ça. oui, Moi, je te prends en arrière, je te prends en avant, puis j'ai la même photo des deux bords. C'est ça qui arrive avec l'électron. Oui, mais c'est la même affaire. Tu prends une sphère qui est... Non, il y a une orbite dessus, là. On parle d'orbital. Pas d'orbital, mais de rotation, de spin. Tout ça pour vous dire que si on veut parler, si on essaie de se dire, c'est pas illusoire, torpinouche, c'est la réalité. Mais si on fait des études scientifiques convenables, on se rend compte que ça n'existe pas. Et ils sont d'accord avec ça. Mais attends, là. Avant de dire que ça n'existe pas, tu parlais tantôt qu'il y a du vide dans l'atome, il y a une couche... Il n'y a pas de couche. Quand tu la regardes, il y en a une, mais quand tu veux l'étudier, il n'y en a pas. OK, je vais me prendre autrement. Il y a une présence, il
il y a quelque chose qui est décelable, puisque c'est décelable que ça passe à travers un trou ou que tu peux le prendre en photo. Donc, il y a quelque chose J'arrête là. encore une fois. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas décelable, c'est par leurs effets qu'on en déduit leur présence. Je trouve ça faible, moi, là. C'est des déductions de choses qu'ils n'ont même pas vues. Non. Ils sont... peut-être pas qu'ils fonctionnent bien. C'est- On va y aller maintenant au niveau psychologique, tu vas voir ça. Oui, bien c'est ça, j'aimerais voir. C'est terrible. C'est quoi les déductions que tu en fais suite à ça? Ah, c'est bien des déductions. Moi, c'est pas des déductions. Les C'est que la constatations? science commence à expliquer de plus en plus ce que certaines personnes savent, c'est que les choses ne sont pas ce que l'on pense que les choses sont. Exemple. Exemple, j'ai déjà expliqué, on peut en reparler rapidement, comme cette feuille-là, ici, elle est noire. Bon, tout le monde pense qu'elle est blanche. Toi, ton habit ici, on va blanche? dire qu'il est blanc. Elle est pâle. Ouais, très, très pâle, Très pâle. effectivement. Alors, on va dire que c'est noir. Bon, donc ton habit est blanche. Vous avez de très, très belles chemises noires. Et l'humain va contester ce que j'amène là. Par contre, si on étudie juste au niveau physique, convenablement la mécanique, la lumière blanche, elle frappe le papier blanc. Le papier blanc, qu'est-ce qu'il fait? Il rejette la lumière. Donc, il ne veut rien savoir de la lumière blanche, donc il ne l'absorbe pas. Vu qu'il la rejette au complet, elle s'en retourne, elle frappe les yeux et l'homme voit du blanc. Si on regarde son veston, on va dire qu'il est noir, la lumière blanche frappe son veston, elle est totalement absorbée par le veston, donc il n'y a plus rien qui est rejeté, ce qui fait que vous voyez un trou noir, donc c'est noir. Sauf que son veston, absorbant toute la lumière blanche, il est blanc. Et c'est parce que justement, il ne rejette pas la lumière qu'on ne la voit plus. Donc on en déduit c'est noir. Nous, notre œil pense que... Parce que le papier blanc, lui, il refuse la lumière qui arrive dessus est totalement rejetée, donc notre papier n'a pas de lumière, donc il est noir. Parce qu'il la rejette, notre œil ramasse qu'il le rejette et on voit blanc. Autrement dit, quand on voit un mur rouge, le mur a toutes les couleurs sauf le rouge, parce que le rouge, c'est la seule couleur qui est rejetée par le mur, qui arrive à notre œil et on voit du rouge. Mais comment on sait ça, là? D'où ça vient, ça, que la matière retient la lumière? Ça, c'est facile, avec des spectrographes, avec toute une panoplie d'appareils scientifiques sur lesquels je vais te passer ça, passer les détails. On est même capable, juste à regarder le soleil, de savoir de quoi il est constitué en fonction de la lumière qu'il rejette. Non, mais OK, mais ça, c'est pas d'ordre psychologique, là. Non. C'est encore de la matière, ça, là. Oui, sauf que moi, ce que je veux dire, c'est que l'humain a l'impression de voir le monde en fonction de choses tangibles. Une feuille blanche qui est noire, un habit noir qui est blanc. Mais non, mais c'est qu'on n'a qu'à changer les mots de bord. On va appeler Mais non, c'est pas ça qu'il y a. on va appeler ça blanc, on va appeler ça noir. Oui, sauf on que voit toute la même chose. Non, moi, ce que je veux t'expliquer, là, c'est qu'au niveau de la conception progressive du monde humain, l'homme va établir des théories spirituelles, des théories ésotériques, des théories scientifiques, des théories théologiques, en fonction de ce qu'il perçoit, et ce qu'il perçoit est faux. Et après ça, il vient obstiner que ces théories sont vraies. Non, OK, on peut... Je donne juste des exemples, là. Je peux dire la feuille, je la vois blanche, mais je peux pas dire qu'elle est blanche. C'est ça? Donc, quand tu vas voir Dieu, qu'il est beau et qu'il est parfait, ben, c'est ça que peut-être que ce que tu vois, c'est ce qui est rejeté. Mais c'est ça que je vois pareil. Non, mais je parle de la théorie de l'humain. Un instant, combien de personnes rencontrent des guides de lumière, des guides astro, etc., puis se font arnaquer au maximum toute leur vie? Puis il y a des exemples historiques, il y en a, ça va jusqu'à des gros meurtres collectifs, et il y a des exemples tout banals de divorce, d'alcoolisation, etc., mais tout le temps, parce que c'était beau. Mais qu'est-ce qui, justement, je te parle juste d'idée, à un moment donné, tu vas dire, nous allons établir une théorie, j'ai rencontré un extraterrestre tellement beau, ça se peut que ce soit ce qui rayonne, et ça se peut que ce soit ce qu'il rejette. Mais comme l'humain fonctionne à partir de ce qu'il vit matériellement, il en déduit que s'il voit du blanc, c'est blanc. Alors que s'il voit du blanc, c'est noir en réalité. Ça ne veut pas dire que ça s'applique ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que l'humain doit s'arranger pour comprendre qu'avant d'établir des théories, etc., il est dans l'illusion. Au départ, parce qu'il se sert d'expériences qui sont déjà fausses. Comme j'expliquais, et ça n'empêche pas une expérience fausse d'être efficace. Je vais souvent donner l'exemple des étoiles. Une étoile émet de la lumière à 299 000, on va dire 300 000 km à la seconde. Une étoile qui est à 4 années-lumière d'ici émet sa lumière et ça prend 4 ans avant que la lumière nous parvienne. Donc, si l'étoile explose et disparaît, on ne le saura pas avant 4 ans. Quand on regarde le ciel, il y a des étoiles qui sont à 200-300 années-lumière, d'autres à 200-3 000 années-lumière. Ça veut dire que ces étoiles-là existent probablement déjà plus,
Mais nous, on les voit encore, on va encore les voir pendant 2-3 000 ans, et on peut s'en servir pour faire le point astronomique sur la planète pour se retrouver. On assiste à de l'illusion majeure, ce qu'on voit n'existe pas. Il y a plusieurs étoiles qui sont là, qu'on ne voit pas encore parce que leur lumière ne nous est pas parvenue, mais cette illusion est pratique et elle est efficace, on peut l'utiliser. C'est la même chose. Mais c'est une farce. Avec la matière, finalement, la matière là, sur la planète, que moi je me sers, ça me dérange pas tellement, moi, que je pense que je me sers d'un tracteur alors que je suis sur une tondeuse. Ouais. Ça me dérange pas parce que convaincu. ça fonctionne pareil. Exact. Ou, bon, maintenant, si on fait le transfert dans les relations humaines. Là, Ça va être là le problème. oui, mais là, je peux pas on se trompe pas. Si je suis en relation, en communication avec une personne, et puis je sens que je vis telle affaire, c'est ça que je vis. On peut pas me dire, c'est con, non, c'est pas ça que tu vis, je sais ce que je vis. Bon, premièrement, Ben, je peux en avoir une bonne premièrement, idée. c'est pas ça que tu vis. Et OK. ça, le problème. Deuxièmement, on va revenir sur... On va revenir, là, mais... Ah oui, une heure et une douzaine. OK. Deuxièmement, c'est pas ça que l'autre vit. Mais ce qu'il faut comprendre, on y arrive au niveau du plan psychologique. Au niveau de l'illusion, ce qui est important, c'est que l'être humain, fondamentalement, bon, on va juste définir ici quelques illusions majeures qui font partie du principe de l'humain. Illusion majeure, l'humain a un libre arbitre, ce qui est faux. Bon. L'humain n'a pas de libre arbitre. Bon. 2 illusions majeures, l'humain pense. C'est faux, l'humain ne pense pas, on pense dans sa tête, puis on charrie comme on veut. Bon. 3 illusions majeures, l'humain est convaincu qu'il est capable, même mentalement, de faire des choix. Alors que l'humain n'est pas bâti pour choisir quoi que ce soit, l'humain est en dissonance cognitive régulière. Ça veut dire que l'humain vit un stress le moindrement qu'il y a un choix, et il ne peut pas choisir, c'est pourquoi il est malheureux, c'est pourquoi il est défait. Et l'humain, en plus, étant donné le phénomène de la pensée, car l'humain va s'expliquer, se justifier, rationaliser, mais en réalité, il se leurre totalement. L'humain se fait mentir régulièrement. L'humain va dire, est-ce que je prends à gauche ou à droite? Finalement, il prend à gauche. Puis l'humain va dire, moi, j'y prends à gauche parce que on t'aurait foutu à droite, tu aurais dit, moi, j'y prends à droite parce que... Puis si tu manques ton coup, tu dis, ouais, mais je savais que c'était à gauche, j'aurais donc dû m'écouter. Il est juste un maudit menteur. Mais c'est pas lui qui est le menteur. Tout ce qui se passe dans sa tête, dans son système astral, dans son âme, dans sa psychologie, est faux. C'est-à-dire, quand je parle faux, je veux juste dire, tu n'es jamais en colère. Jamais tu n'as été en colère. Tu n'es pas jaloux. Tu n'as jamais eu peur. Bon, rien de ça. L'humain, vous n'avez jamais vécu ça. Et pire, l'humain va même dire, par exemple, malheureux. Qui veut être malheureux? Personne? Pourquoi l'êtes-vous? Là, on n'a peut-être pas vécu ça, mais on l'a exprimé, en tout cas. Tu ne l'as même pas exprimé. Ben voyons donc. On a exprimé ça, puis en plus, on le l'a corps... tu l'as exprimé. Non, mais... Regarde-les, là. L'humain a... Non, mais Daniel, L'humain exprime ça. En plus, le vit son Ça corps. s'exprime par l'humain. Le corps en a même des répercussions. Ben, mais c'est sûr, on tue le corps sans arrêt. Bon, ben... Une autre illusion majeure, il n'y a pas tu dis une que seule c'est pas- foutue entité, des guides, des grands maîtres, des divinités, etc. Il n'y a pas une seule entité qui s'intéresse à l'humain pour son bien. Tous ces phénomènes-là se servent de l'humain pour s'alimenter, pour se nourrir. Bon, ça... Tu sais, tu regardes le ciel, on se fout royalement de vous autres. C'est simple. Bon, ça, c'est correct, mais... Ah, une petite illusion de même, ça, il n'est pas question, mais l'illusion suprême, ah, ça, c'est sûr. J'aime ça de même, moi, là. Non, mais... C'est parce que de dire que j'ai pas vécu ça, ça marche. Non, c'est ça rentre exprimé par ton corps. Par exemple, quand avez-vous klaxonné? Vous, là. C'est l'automobile. Quand avez-vous eu une crevaison? Vous autres, là. Mais pour plusieurs personnes dans leur vie, moi, des crevaisons, j'en ai eu souvent. Tu sais? Alors, ils en ont eu souvent, des crevaisons. Et vous faites faire votre changement d'huile tous les combien de mois? C'est ça l'identification. Et c'est la même chose. Parce que dans le corps se vit une chose, la colère t'habite, que t'en déduis, bon, ça y est, je suis encore en colère. T'es pas en colère. Puis à un moment donné, le corps est tellement en colère que toi, t'es même rejeté. Alors là, tu dis des choses qui dépassent ta pensée, que tu sais pas ce que tu fais. Puis après ça, quand ce qui te manipule a tout défait ton entourage,
Là, on te remet dedans, puis on te dit, débrouille-toi le grand. Là, tu t'arrives là, ta femme a sacré son camp, les enfants ont des bleus, sont écrasés à terre. Puis là, ouais, qu'est-ce qui m'a pris? C'est ça, tu viens de le dire. Qu'est-ce qui m'a pris? T'es possédé, t'es fait ramasser. C'est pas une illusion, c'est... Où elle est l'illusion? C'est que toi, t'es sûr que c'est toi, que c'est de ta faute. Moi, ce que je vous dis, c'est que ce qui est perçu n'est pas vrai. OK? Les choses existent. Ce que l'humain en perçoit, l'humain... Je vais donner un autre exemple. Arrête. Bon. Un exemple facile. C'est vrai qu'on prend ça. Bon. Tu vois ça? Qu'est-ce que c'est? Tu vois pas un paquet d'atomes, un crayon. Tu vas souffler les réponses. J'ai un choix de réponse? Non. C'était supposé être facile. Un crayon. La lumière, les photons, frappent mon crayon. Une partie est absorbée par le crayon. L'autre partie est rejetée par le crayon. Que l'homme suit. Le crayon est ici. La lumière se dirige vers Michel. Le crayon reste là. La lumière frappe sa peau et ses yeux. Ses yeux vont être capables d'analyser ce qu'ils reçoivent au niveau des photons, mais le crayon, il reste là-bas. Une fois que ses yeux ont interprété la lumière photonique, qu'est-ce que l'œil connaît du crayon? Rien. La lumière. Mais le crayon est là-bas. Ensuite, c'est transformé au niveau des flux nerveux. De là, c'est acheminé vers le cerveau. Qu'est-ce qu'il connaît du crayon? Foutrement rien. Et de là, par certains des interpréteurs actionnels, ça va être amené jusqu'au niveau de sa psychologie, au niveau de son âme. Des vibrations totalement dénudées de la réalité. Et monsieur dit, il connaît le crayon. Quand vous touchez quelque chose, vous dites c'est chaud. Qu'est-ce que vous connaissez de la chaleur? C'est traduit par des capteurs physiques en un flux nerveux. Qu'est-ce que vous connaissez de la chose? Rien. Oui, ça s'en vient par le corps jusqu'au cerveau. Pas... Ça nous permet oui, de vivre dans le monde. Oui, mais c'est une convention entre humains. On s'entend pour... On se communique les sens. Et puis, on s'entend que ça, c'est froid, ça, c'est chaud, ça, c'est un crayon, ça, c'est une couleur, ça, c'est... Oui, là, mais tu ne connais rien de la matière. Moi, je te dis pas que les mots sont faux. Je te dis que tu ne connais pas la matière. Alors, quand tu rentres dans un mur, paf, tu rentres dedans, le mur est solide. C'est faux. Scientifiquement, c'est faux. Mais toi, tu vas vivre quelque chose qui ne fait pas partie de la réalité, qui fait partie de ton illusion, donc de ta réalité à toi qui reste une illusion. L'humain n'a pas la capacité... Parce que quelqu'un un scientifique assis dans un laboratoire, il peut dire qu'un mur, c'est pas solide. Mais si on le lance dedans, il va peut-être bien changer de discours. Non, lui, il va simplement te dire, c'est pas plus solide, ça ne se peut pas. Lui, il est catégorique, ça se peut pas. Tu vas dire, ça se peut peut-être pas, mon grand, mais t'as un bleu pareil. Il va dire, je le sais que j'ai un bleu, c'est ça qui est stupide. Ça se peut pas. Mais il vient d'où? Il vient d'où le bleu? Laisse faire le bleu. Le bleu vient d'où? Le bleu, il vient de la vision de l'humain. C'est simple. Tu veux dire que si l'humain n'était pas identifié à l'illusion, il n'y aurait pas de bleu, ou il ne se passerait rien et tu ne rentrerais pas d'un mur? Qu'est-ce que l'humain? Qui êtes-vous? Ou qu'est-ce que vous êtes? Ça te fait les égouts. Toi, qu'est-ce que tu es? Qui es-tu? Fais comme les crayons, qu'est-ce qu'on n'est pas? Bon, OK. Bon, c'est l'illusion. Qui es-tu puis qu'est-ce que tu n'es pas? Voyez-vous, là, on voyage un petit peu en dehors, mais il y a un corps animal. Qui ici n'a pas de corps animal? Il y en a du monde qui m'ont dit, non, moi j'ai un corps humain. Ben oui, c'est une question d'ego, ça, là. T'as un corps animal quand même. Tu manges la même chose que les animaux? Non, je mange pas d'herbe. Bon, tu manges la même chose que les singes, d'abord, pas comme les vaches. Tu sais, on peut toujours arriver à se défendre. C'est ce qu'on appelle les justifications intellectuelles. Sauf que l'humain habite un corps animal. De ce fait, la femelle sera organisée d'une certaine façon qui ne lui plaît pas. Il n'y a pas une femme qui se plaît d'un corps de femme. Il n'y a pas un homme qui se plaît d'un corps d'homme. On s'adapte. Puis une fois qu'on est adapté, identifié, on se dit, ah oui, non, moi, pas pire dans mon corps. Exactement comme les pauvres finissent par dire, oh, pas si mal. Puis quand tu es dans un pays où on fait la guerre régulièrement, ben t'es pas si pire. Moi, jamais si pire. Moi, jamais ce qu'il faut, moi, jamais si pire. La femme est menstruée une fois par mois. Le bonheur. L'homme, lui, est obligé, sans arrêt, de par son corps animal, de rechercher la femelle pour pouvoir dormir après. C'est pas le bonheur non plus pour le corps animal. Comment se fait-il que les femelles des autres espèces
sont prêtes à engendrer une fois par année. Alors que la femelle humaine, elle, c'est une fois par mois. Mais tous les mâles font la même chose. Les lions, les chevaux, les hommes, ils peuvent eux autres engendrer à l'année longue. On a un corps animal. On mange animalement, on rejette animalement, on marche animalement, puis on est assujetti du point de vue du véhicule physique aux lois qui régissent les animaux. À l'intérieur de l'animal, il y a des mécaniques endocriniennes. Là, je vous passe un paquet de détails, des choses qu'on vient plus souvent au niveau du séminaire. Il y a tout un paquet de phénomènes qui vont faire en sorte de permettre à des mécaniques, des entités, à des mécaniques qui font partie de ce qu'on appelle le monde astral, de gérer le corps physique. Je te dis pas ça, je te dis qu'une fois que tu es dedans, là, puis tu te psychanalyses pas, tu sais que toi, tu n'as rien à voir là-dedans, mais tu perds ton temps quand même pendant ce temps-là. Quand tu vas comprendre la mécanique complètement, tu vas soit débarquer de la diligence, te dire, écoutez, moi je marche plus lentement, fait qu'allez-y, les chevaux, ça arrive. Mais est-ce que... Ou bien de temps en temps, tu vas éliminer 2-3 chevaux, parce que tu sais, tu es capable d'en contrôler 2-3, Ceux qui partent tout le temps l'épouvante. Tu as bien de la misère. Ou tu vas embarquer un autre avec toi, 2, on devrait être bon. On prend des exemples d'un parallèle matériel. Ce que je veux dire, c'est que tant que tu ne connais pas la mécanique, à tout bout de champ, tu t'en vas relire tes livres. L'attelage au complet décide de rentrer à l'écurie avec la diligence. Bon, là, il n'y a plus d'écurie, plus de diligence. Là, tu te dis, bon, tu retournes lire dans tes livres de comment conduire un attelage de chevaux, un livre de religion, d'ésotérisme, de psychologie, etc. Tu retournes lire. C'est les bordels de chevaux. C'est pas toi. Oui, mais il faut les dresser. Tu ne les dresseras pas, c'est pas ça qui est ton rôle. Ah, tu peux te missionner, on va se lancer en dressage de chevaux. Il y en a qui le font. Quand les chevaux sont bien dressés, tu es trop vieux pour les contrôler, c'est un autre qui prend en place. Mais une fois que tu sais ce qui se passe, là, tu sais que c'est les chevaux, ça veut dire que tu t'assis, tu te la fermes, puis tu suis les chevaux. Non. Ça veut dire que toute une mécanique différente, là, on fait un parallèle avec les chevaux. Si le cocher est différent en fonction de ce qu'il perçoit des chevaux. Un exemple. Moi, j'arrive dans une écurie, avec des gens, une personne dit « Ah, moi, je prends un cheval là! » Ramasse par le licou. Je prends. Le cheval donne un coup par là, la personne s'en va là. On ne le prend pas, c'est peut-être dur. Moi, je m'en viens, je regarde le cheval, je me fais sentir un petit peu, j'y parle un peu. Là, tu prends la corde, tu t'en viens, le cheval te suit. La personne va te dire « Ah, là, il est plus doux, là. » C'est la même chose. Il y en a un qui est arrivé pensant que l'animal était un serviteur, un véhicule de chair, une unité carbone qui était là pour le servir, pour le porter. Puis moi, je suis arrivé en prétextant que j'allais faire une promenade heureuse, puis que j'y allais avec un cheval avec lequel je m'entendais bien. Ce que je veux dire simplement, c'est que toi, dans ton corps physique, dans ta vie, tant que tu continues à lutter, tu perds ton temps. T'es là, que les chevaux, que les freins, les roues, tu répares, puis t'es sûr que c'est ça l'homme. Mais toute cette lutte-là, c'est l'ego qui l'a fait. Ben, c'est évident, mais c'est pas l'homme, ça. Non. Ben, non. Ça habite le corps. Ça habite le corps. La conscience, elle, bon, elle n'a pas choisi le corps, mais elle est là pareil. Oui, ça, c'est... Ce qu'elle sait, elle sait un peu ce qu'elle veut, un peu, par exemple, avoir la paix, mais elle ne sait pas comment y arriver. La conscience ne veut pas la paix. La paix est essentielle à la terrestrification de la conscience. C'est autre chose. Mais ça, on pourra revenir à un moment donné là-dessus. Mais qui met en place quoi? Il n'y a pas de qui. Juste avant. Tout à l'heure, je parlais de respect, par exemple, quand je prends la bourse à dame. Il vient un moment donné où toute notre démarche doit être faite en fonction de l'esthétisme. Est-ce que c'est esthétique? Si c'est esthétique, c'est intelligent. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, je rencontre un extraterrestre. Lui, il doit rencontrer un terrestre extra pour qu'il y ait un échange d'équilibre convenable. Sans ça, ça n'a pas de sens. Tout doit être esthétique. Je prie Dieu. J'aimerais ça que mon enfant ne meure pas. 3 mois après, il est mort. Ah, ben, peut-être que... Il n'y a pas d'esthétisme là-dedans. Tu n'as pas prié assez fort. Il y a plein d'affaires. Encore, tu aurais dû monter 25 fois les marches oratoires à genoux. Quel esthétisme! Bon, l'humain doit se fier à l'esthétisme pour voir pour être capable d'analyser les effets de ses scruteurs. Vous rencontrez quelqu'un, vous tombez en amour, là, bidding bang pass. Puis là, est-ce que c'est esthétique ce qui vous arrive? L'humain peut dire, ah ben je comprends donc, hey, elle est belle. C'est pas ça. Est-ce que c'est
esthétique dans votre vie. Bon, est-ce que, premièrement, ça va vous créer plus de problèmes que ça va vous amener de bonnes choses? Est-ce que ça va y en créer à l'autre? Mais ça, on ne peut pas poser cette question-là à quelqu'un qui... Non, il est fait. Tout ce qu'il va dire. Voyez-vous, on dirige. Par exemple, comment savoir si ici, il y a une fille ou un homme, on va dire une fille pour que je paraisse plus normal, avec qui je pourrais vivre une relation d'amour? Je rencontre, par exemple, madame ici. 2 semaines après, on a une relation sexuelle. 1, je ne la respecte pas. 2, je ne me respecte pas. Elle ne se respecte pas. Elle ne me respecte pas. Pourquoi? Parce qu'on est 2 biologies. Je la rencontre. On parle. Oui, mais on peut s'attirer mutuellement. Oui, oui, exactement comme le chien qui pisse ses poteaux. Il est attiré par les bonnes fontaines. Et je comprends la mécanique, là. Ce que je veux dire, moi, on parle de respect. Si on vibre ensemble, c'est parce qu'il y a de l'intelligence dedans. S'il y en a puis elle-même, c'est parce qu'il y en a dedans. Évident. Nécessairement, on devra tout faire pour ne pas tomber en amour. Donc, tout ce qui fait partie de l'inesthétisme, le manque de respect. Alors, on me dit, tu sais, t'es beau. Elle parle de mon corps physique. Espère-moi qu'elle parle. C'est simple. Je suis beau. Parce que c'est pas vrai. Oui, il y a 25... il y a 25 femmes qui ont dit que t'es pas beau, puis elle a dit que t'es beau. Quelque part, l'histoire commence à mal fonctionner. Mais c'est ce qui arrive. Puis moi, j'ai rien contre que je la trouve belle ou qu'elle me trouve beau. Daniel, c'est peut-être la bonne qui te trouve beau. Mais ça a des raisons. Mais ça reste que c'est de l'illusion. Le fait qu'on se trouve mutuellement beau va faire en sorte qu'on va se nourrir. C'est ça qui amène la terrification de notre conscience. Mais si je la trouve belle, c'est uniquement parce qu'elle est dedans. Pas le corps. Et parce qu'elle est dedans, je vais la trouver belle. Ce qui fait que je vais trouver monsieur beau. Parce que dedans, c'est beau. Pas sexué ce qu'il y a là-dedans. On va trouver un enfant beau. Un autre va trouver, ouais, physiquement, il est peut-être cute, mais amène-moi-le pas chez moi, je veux rien savoir. Dedans, il n'est pas beau. Puis beau, c'est uniquement une question d'esthétisme, donc de relation mutuelle. C'est pas absolu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après 2 ans de relation, c'est-à-dire qu'on est ensemble, on se voit, etc., si après 2 ans d'une relation sexuelle, probablement qu'on va être monté en amour. On ne sera pas tombé. Mais si on a une relation sexuelle, ça va être pour une raison bien particulière, mais vraiment pas parce qu'on va se faire ramasser. Et nécessairement, si 2 semaines après, elle a une relation avec quelqu'un d'autre, qu'elle voit depuis 2, 3, 4, 5 ans, moi, ça ne me regarde vraiment pas. Je ne peux pas être jaloux, je ne peux pas la posséder parce que finalement, elle me nourrit. Mais monter en amour, c'est ça. Là, nécessairement, je voyage au-dehors de l'illusion, mais attention, je n'aurai pas de mots. Moi, je suis gêné. Bon. Même les animaux, hein, ils savent reconnaître. Hein? Elle était ici tantôt. Oh, c'est pas la même. Il arrive simplement qu'au fur et à mesure de la relation qui se vit, moi, je suis mieux, je reconnais, et ce que je veux dire au niveau de... Je suis au-delà de l'illusion, mais je n'aurai pas de mots, et je n'aurai pas besoin de mots pour décrire ma démarche. Si je mets des mots, je dois m'arranger pour les conceptualiser, les ramener dans l'illusion. Je veux dire à quelqu'un, non, mais on n'est pas heureux, on est au-delà du bonheur ensemble. C'est quoi, c'est au-delà du bonheur? Écoute, t'es heureux ou tu ne l'es pas? Mais c'est pas... à tout bout de champ. Et le gros mot, t'as dit problème de mettre des mots. Si tous les deux, on essaie de mettre des mots là-dessus, lentement, on va retomber dans l'illusion, et puis on va se ramasser rapidement à agir comme l'animal humain va agir. Pourquoi? Parce qu'on a essayé d'instruire l'ego, et la partie qui nous manipule, de ce qu'on vit. Un exemple. Et ça, c'est un égrégore très puissant à l'échelle humaine. L'homme, la femme se rencontrent, ils s'aiment énergétiquement, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent l'un à l'autre, pas physiquement. Puis, à un moment donné, ben là, mettons, le gars rencontre la fille, et puis ils jasent ensemble. Puis, subitement, le gars, regardant la fille, il la trouve belle, 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 puis le gars a une érection. Biologiquement, c'est un réflexe. Exactement comme un sourire. Ting. Unique.
Sauf que le gars, sa psychologie, qui lit le corps physique, va interpréter ça comme un désir sexuel. Et là, lentement, il commence à se faire ramasser. Il va dire, non, je ne vais pas coucher avec elle. Puis là, il la regarde, maudit qu'elle trouve belle. Puis là, finalement, lentement, le gars, il finit par se dire, oui, mais il ne le dit pas consciemment, mais lentement, il regarde les fesses, il regarde des parties du corps, puis lentement, il descend, il descend, il descend, il descend. Alors que ça, c'est nos scruteurs. Mais vous avez une érection, les hommes. Vous savez que ça vient tout seul, ça. On est des constres, des boxeurs. On aime ça faire des érections. Bon. On est riche. Ça se fait tout seul. C'est pas un signe sexuel. C'est un signe, ça se fait tout seul. Sauf que c'est toujours interprété comme. La femme a aussi ses signes qui paraissent moins, mais elle va les lire. Elle peut, elle aussi, les interpréter comme. Le corps physique n'a rien à foutre là-dedans. Bon. Et l'humain, après ça, va se dire, oui, mais c'est quand même bon. Ben oui, c'est comme une bonne bière, ou un bon ceci, ou un bon cela. Sauf qu'au départ, c'était pas ça qu'on voulait faire. J'ai rien contre ces choses-là. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, les relations doivent se faire au dehors de l'illusion. C'est pas les corps physiques. Il y a une personne dernièrement qui vient me dire, j'ai rencontré telle personne, c'est une femme, puis comment qu'elle est? Elle est belle et riche. Non, est-ce qu'elle est intelligente? Oh oui! Mais ça n'ôte rien au reste. C'est pas ça. Puis ça, mais n'importe qui va dire, écoute, c'est vrai qu'elle est belle. Savez-vous qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi beau? Quelqu'un qui n'est pas beau, là, quand vous l'aimez bien, là, il est plus beau. Mais quand partant, lâchons-nous de la beauté. Voyager au-delà de l'illusion, ça veut dire que quand Dieu vient me parler, ça doit être esthétique. Quand un guide de lumière vient me parler, il doit être esthétique. Si c'est un maître du monde, il doit être esthétique. Si c'est Daniel Kem qui vous jase, même chose. Votre mari, vos enfants, votre femme, esthétique. Pas exiger ça. Fiez-vous pas sur quelqu'un qui n'est pas esthétique. Je ne parle pas au niveau de ce qu'il est lui. La façon dont il vous approche, la façon dont il va vous conter ça, la façon dont vous allez le recevoir, ça va déjà être plus évident de l'effet. Alors, vous allez être plus facilement capable de savoir si c'est ça ou pas. Et quand je dis si c'est ça ou pas, ce n'est pas absolu. C'est déjà mieux dans le monde de l'illusion. Nous n'avons pas les scruteurs capables de décoder le monde. L'œil ne le fait pas, le bruit ne le fait pas, les oreilles ne le font pas, le nez, on ne l'a pas. Au niveau astral, c'est encore pire. Un exemple. Vous avez une perception supramentale, une perception intelligente, de l'intelligence active, on va dire une intuition pure de quelque chose à faire, ou d'une affaire à ne pas faire. Vous avez ça dans votre tête. Il ne va rien se passer d'autre. L'intelligence n'est pas capable de diriger le corps physique. C'est pourquoi que même si vous êtes conscient et conscient, vous ne contrôlerez pas le corps tout de suite. L'intelligence ne contrôle pas le corps, c'est l'ego qui le contrôle. Et à un moment donné, vous avez une intuition astrale, psychologique, émotive, une intuition qui, elle, est probablement colorée, fausse. Vous allez vous vibrer dans la colonne vertébrale, ça va vous brosser dans les tripes, puis ça, vous allez croire. Elle vient de l'astral, ça contrôle le corps physique. C'est ça qui va amener votre colère, votre peur, toutes vos affaires. Ça, y croit parce que c'est tangible. Tandis que l'autre, c'est à peine si, à peine si. Mais ça ne sert à rien de l'avoir, l'autre, si on ne peut rien faire avec. Tu peux. À un moment donné, je vois bien qu'à un moment donné, il y a moyen de faire en sorte que ça prenne le dessus. Ce qu'il faut faire, oui, c'est évident. Ce qu'il faut faire au départ, c'est comme. Il y avait un chien qui restait près de chez nous. Puis, le chien, il jappait. Chaque fois qu'on arrivait, il jappait, il grognait, les échos sortis, il bavait. En tout cas, il a mangé de chien. On avait mis des roches en dessous de la clôture pour qu'il passe, puis il s'est grossi, les chiens. Et puis, à un moment donné, chaque fois qu'on le voyait, on y lançait des affaires, on crachait dessus. Il était vraiment, vraiment animal. Et puis, à un moment donné, le chien, il vient encore grogner, puis là, je me dis, tabarnouche, j'avais pris mon bruit d'arrosage, j'avais arrosé comme il faut, ça ne change rien, il est bleu, il ne fallait pas qu'il traverse la clôture. Et puis, à un autre moment donné, je reviens encore, le chien, je ne le contrôle pas, le chien. Il n'y a rien à faire, c'est un épais. Tous les voisins, quand ils arrivent chez eux, là, ils gueulaient. Puis, à un moment donné, le chien vient me voir, il gueule encore, puis là, je commençais à lui dire, écoute, le grand, jase tant que tu veux, moi, je coupe mon gazon, Aujourd'hui, le chien, quand je sors, son jappement est bien différent. Est-ce que je le contrôle, le chien?
Non. Son véhicule peut être manipulable par une forme d'énergie ou une autre forme d'énergie. Au lieu d'aller chercher ce qui est agressif chez lui, il va chercher ce qui est doux chez lui. Si tu veux toujours tout contrôler, lutter, tu résistes, tu y vas. Toute votre vie, vous allez travailler, vous allez lutter, vous allez toujours rechercher quelque chose que vous n'obtiendrez pas. Comptez-vous les pips, mais vous ne l'avez quand même pas. La personne disparaît. Bon. Mais, vis avec l'esthétique. Le chien, là, il est en colère en partant, c'est pas ça que je veux. Fait qu'à un moment donné, il est en colère, c'est ce que je veux. Ben, c'est fini. Mais c'est ça, il faut vivre au-delà de l'illusion, il faut vivre dans l'esthétique. Ça veut dire que la conscience, avec l'intelligence, elle va se servir de l'illusion pour arriver à ses fins qui... Non, la conscience, ça ne sert pas de l'illusion. L'illusion, ça sert de la conscience. On pourra en reparler. Okay. On prend une pause, on vient pour la deuxième conférence.